Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Borrello. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, membre donc, du bureau exécutif d'En Marche et président du groupe SOS. Vous avez vu ce cafouillage qu'on a eu sur la retraite la semaine dernière de la part du gouvernement. C'est un sujet important qui est anxiogène, on le sait pour les Français. Il y a une grande réforme qui est portée pour l'instant par Jean-Paul Delevoye, donc comment on appelle ça, le haut commissaire en charge donc, du dossier. Il y a on va pas tout refaire le film, on a beaucoup parlé la semaine dernière, mais on a Agnès Buzyn voilà, qui ouvre le débat, qui le referme à l'Assemblée, puis qui le réouvre en fin de semaine. Delevoye, le pauvre qui essaie de se raccrocher aux branches, qui nous dit non, mais la borne des 62 ans, elle sera maintenue. Et puis on a Agnès Buzyn qui dit en même temps que malgré tout c'est en discussion avec, entre les partenaires sociaux. Enfin, il y a une clarification quand même qui s'impose de la part du gouvernement là-dessus. Ça ne vous choque pas quand même que ça part dans tous les sens là ? Ce qui me choquerait, c'est que des décisions soient annoncées avant que le débat ait eu lieu. Et il est clair que le débat ne sera clos qu'aux alentours du mois de juin, quand le haut-commissaire fera ses propositions. Oui, mais il y a une promesse de campagne qui est très claire du président de la République, vous le connaissez bien. Il a dit on ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite. Et là, moi j'avoue que j'ai toujours pas compris si à 62 ans, on aura une pension complète ou pas. Vous pouvez me le dire, vous ? Moi, j'ai compris que s'il y avait eu une promesse de campagne, comme les autres, elle serait tenue. Donc on ne devrait pas toucher au départ à 62 ans comme âge légal de départ à la retraite. Donc finalement, celui qui a raison dans l'histoire, c'est le Premier ministre. C'est Édouard Philippe, parce que qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est intéressant. Il ne clôt pas le débat, il nous dit 62 ans, la borne, cette borne-là de l'âge légal de départ ne bougera pas. Mais il faut s'interroger pour savoir s'il faut travailler plus longtemps. Oui. Et en même temps, c'est flou parce que derrière, il y a l'idée du financement de la dépendance. Mais pourquoi est-ce qu'on lit ces deux dossiers dans cette histoire ? La dépendance, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, Laurent Berger, qui sera avec nous, patron de la CFDT en fin de semaine, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on lit les deux dossiers ? Ces deux dossiers qui se négocient à part. Il y a la retraite d'un côté, on ne touche pas. Et en même temps, donc Premier ministre qui nous dit, réfléchir à travailler plus, ce que dit Agnès Buzyn aussi, quand on est en bonne santé, quand on a 20 ou 30 ans de retraite devant soi, quand on est bien portant. Et aussi, il faut financer la dépendance, qui est un vrai sujet. Alors, il y a deux sujets. Avouez que tout ça est confusant. Avouez que c'est confusant quand même. La vie n'est pas simple. Si on la simplifie à l'extrême, ça n'apporte aucune solution. Donc le sujet de la prise en charge de la dépendance est un sujet majeur qui est une angoisse liée à l'âge de la retraite et au revenu à la retraite. Évidemment, il y a des possibilités de régler les deux sujets indépendamment l'un de l'autre. Et en ce qui concerne le fonctionnement de la prise en charge de la dépendance, le groupe SOS a fait des propositions extrêmement précises qui sont aujourd'hui réfléchis dans les groupes de travail autour d'Agnès Buzyn. Et il y a des solutions pour faire en sorte que la dépendance soit mieux prise en charge. Et alors, vous proposez quoi ? De travailler un jour férié, de travailler plus, que certains travaillent plus, justement ? Pas du tout. Pas du tout. Les propositions du groupe SOS, c'est ce que nous expérimentons depuis quelques années déjà, c'est-à-dire des maisons de retraite dans lesquelles, à service égal, on ne paye pas le même prix en fonction de ses revenus, c'est-à-dire que, comme pour tous les sujets du groupe SOS, on a des services d'excellence, mais accessibles à tous. Donc, selon ses revenus, on n'a pas la même facture à la fin du mois. Pour le même service, si on a plus de revenus, on paye plus cher. C'est ça, très exactement. La progressivité de l'impôt sur le revenu appliquée. C'est une maison de retraite dans laquelle on a, quel que soit son niveau de revenu, le même type de service, ça fonctionne. Les près de 100 établissements du groupe SOS ont signé des conventions et ça semble satisfaire tout le monde. Donc, vous, ce que vous avez compris, c'est qu'on ne touche pas, encore je reviens sur la retraite, à l'âge légal de départ à 62 ans, mais il y a quand même cette volonté, on l'a compris, de mettre une surcote, cette sorte de bonus pour celles et ceux qui travailleront plus longtemps. Mais, donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'au final, à 62 ans, quand on partira, on n'aura pas une pension complète. J'ai bien compris ça. Alors, lorsqu'on dit qu'on rajoute, ça veut dire qu'on peut avoir plus qu'une pension complète. L'idée, c'est que l'idée, à partir d'un certain nombre d'années de cotisation, si on décide de travailler plus, c'est juste la liberté des uns et des autres, on peut avoir une majoration par rapport à ce qu'on aurait eu à 62 ans. En clair, c'est on ne touche pas à l'âge légal, mais on respecte la liberté des uns et des autres de pouvoir travailler plus longtemps. Mais à 62 ans, on n'a pas une pension complète. Tout dépend de l'âge auquel on a commencé à travailler, puisqu'il y a un deuxième principe qui est le nombre d'années de cotisation. Si vous avez commencé à travailler à 61 ans, c'est sûr qu'à 62, vous n'aurez pas de pension complète. Bon, donc pour vous, on n'est pas dans le brouillard dans cette réforme. Alors moi, je ne sens pas de brouillard. Je sens du débat, des réflexions, des analyses différentes. Et de toute façon, il est clair qu'au mois de juin, nous aurons des propositions faites par le haut-commissaire Delevoye.
Alors, ce grand débat qui vient de s'achever a montré, et ce n'est pas une surprise, hein, Jean-Marc Borrello, que les Français sont toujours en demande de plus de services publics, notamment quand on n'est pas dans les grandes villes. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il faut en déduire de facto que cette promesse de campagne, qui est toujours martelée par l'exécutif, peut-être un peu mezza voce, de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, dont 50 000 dans la sphère d'État, dans l'État central. Sur 50 000, on a fait 5 800, donc pour l'instant, le compte n'y est pas. Mais est-ce que cette promesse, désormais, d'Emmanuel Macron, qui a vocation à être tenue, est-ce qu'elle n'est pas caduque si on retient les enseignements et ce que nous disent les Français dans ce grand débat? Dans le grand débat, les Français disent deux choses, plus de services publics et moins d'impôts. Après ce grand débat, il va falloir trouver une solution. Donc le premier sujet, c'est quelles sont les missions réellement importantes qui doivent être exercées par des fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales. On comprend bien qu'un magistrat ou un policier ne peuvent pas être autre chose que des fonctionnaires. Ouais. Dans un certain nombre de cas, les jardiniers qui entretiennent les ronds-points des municipalités n'ont pas forcément une impérieuse nécessité d'être fonctionnaires. Donc le sujet, c'est quelles sont les missions qui doivent être affectées aux différents agents de l'État, des collectivités territoriales. À partir de là, comment peut-on faire en sorte que le service soit rendu avec un coût qui soit inférieur? Et c'est possible, on parle du ministère des Comptes publics où un certain nombre d'agents ont été supprimés parce qu'un certain nombre de tâches ont été aujourd'hui le ministère qui a payé son écho depuis 20 ans, c'est Bercy. Oui, mais c'est sans doute parce que c'est le ministère dans lequel la numérisation a permis d'économiser le plus d'agents. Donc ce qu'une machine peut faire, évidemment, il n'est pas utile que ce soit un fonctionnaire qui le fasse. Donc cette suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, elle est toujours d'actualité pour vous? Pour moi, comme la totalité des promesses de campagne du président de la République, tout est d'actualité. Et je pense qu'on peut faire plus avec moins de moyens en privilégiant évidemment la présence publique dans les régions rurales. Ouais. Après, ça ne vous a pas échappé non plus que c'est François Bayrou. Il a aussi l'oreille du président. Il nous a dit, c'était en fin janvier, que cette arithmétique des 120 000 n'avait aucun sens. Elle a un sens puisqu'elle était dans les promesses de campagne. Pas pour lui, en tout cas. Si on reparle des services publics, dans certains de nos établissements pour personnes âgées, nous avons ouvert des points postes. Nous sommes dans un village, l'EHPAD est devenu le relais poste du village parce qu'il n'y avait plus suffisamment d'habitants pour conserver un bureau de poste. Donc le service est préservé et évidemment, ça coûte moins cher à la Poste de maintenir ce service. Mais le compte n'y est pas, vous l'admettez, Jean-Marc Borrello, aujourd'hui. 50 000 sur suppression de postes de fonctionnaires sur l'État central. On en a fait 5 008, il reste 3 ans de mandat. Je crois que ce qui n'aurait pas de sens, c'est l'idée du coup de rabot et qui supprimerait des postes de fonctionnaires sans tenir compte de leur mission ou du service. Le coup de rabot ne fonctionne pas. En revanche, la redéfinition des missions et des fonctionnaires qui doivent y être affectés, ça prend un peu plus de temps et le compte y sera au bout de l'histoire. Bon, l'avenir nous le dira. Ce grand débat, il a aussi confirmé, on s'en doutait, que les Français veulent plus de pouvoir d'achat, plus de services publics, on l'a dit, plus de justice fiscale. En gros, les Français, ils demandent quoi? Ils demandent un coup de barre à gauche, si on lit entre les lignes, c'est clair, non? Alors, je ne sais pas très bien si le coup de barre doit être à gauche, en tout cas. Plus de pouvoir d'achat, plus de services publics et plus de justice fiscale, pardon, il faudra appeler un chat un chat. Hein. Ça, c'était dans un monde ancien. Le sujet, c'est comment fait-on pour être plus compétitif et comment fait-on en même temps pour avoir moins de dépenses. Je vous rappelle que pour équilibrer un budget, on peut diminuer les dépenses ou augmenter les recettes. Donc l'attitude comptable qui consisterait à diminuer simplement les dépenses n'est pas la bonne. Il faut aussi augmenter les recettes et la situation économique de ce pays, même si aujourd'hui elle est... augmenter les recettes, hein. Évidemment, augmenter les recettes, c'est-à-dire créer de la richesse, permettre aux entreprises d'investir, créer de l'emploi. Les recettes, ce n'est pas uniquement le pourcentage d'impôt, c'est la masse de l'impôt. Quand les entreprises gagnent plus d'argent, quand les salariés sont mieux payés, évidemment, sans augmenter les impôts en pourcentage, on augmente les recettes de l'État. 2 tiers des Français, quand on les interroge, craignent que le gouvernement ne tire pas les bonnes leçons du grand débat. Voilà. Qu'est-ce que doit faire le président? Vous le connaissez bien, hein, vous lui parlez souvent. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour ne pas tomber dans cet écueil? C'est un proche du président. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour justement que ce ne soit pas déceptif? Parce qu'on sent quand même, les attentes sont hyper fortes. De quoi ça va accoucher? Le premier sujet, c'était que d'abord, il a lancé le grand débat. Le grand débat qui devait être un fiasco, nous a-t-on dit. Le grand débat est une réussite. Des millions de Français se sont exprimés. Je pense que le grand débat n'attend pas une réponse, mais une modification de fonctionnement.
Nous avons besoin de plus de participation des citoyens, et particulièrement au plan local. Je crois qu'un certain nombre de sujets méritent d'être décentralisés ou déconcentrés, parce que l'État central ne sait pas forcément ce qu'il doit faire à droite ou à gauche. C'est une demande de participation, mais il y a une demande de mesures concrètes. Mais plus de pouvoir d'achat, plus de services publics, plus de justice fiscale. Vous ne pouvez pas complètement faire litière de ces questions-là. Alors, la question n'est pas là, puisque, sauf erreur, les 10 milliards qui ont été mis en place en réponse immédiate en janvier ont permis une augmentation du pouvoir d'achat, et particulièrement pour ceux qui en avaient le plus besoin. Donc, lorsqu'on examinera... Donc, c'est terminé. Lorsqu'on examinera les chiffres auxquels vous êtes attachés, on se rendra compte qu'il n'y a jamais eu de telle augmentation du pouvoir d'achat pour ceux qui en avaient le plus besoin. Donc ça, c'est le premier sujet. Ça n'est pas terminé, c'est un début. Le grand débat, on est en train d'analyser la totalité des réponses. Il y aura... Un nouveau chèque est possible ou c'est exclu parce que nos finances publiques ne le méritent, ne le peuvent pas? Je crois qu'il faut cesser de réfléchir en chèque. Enfin, le chèque est payé par l'ensemble des Français. Il faut se sortir de l'idée que quelque part, il y a un trésor, fût-il public, qui permet de distribuer des chèques. On distribue l'argent que l'on a. Et avant de distribuer de l'argent, il faut le gagner. Et pour le gagner, 10 milliards ont été distribués sans être financés. Alors, d'abord, les 10 milliards, il y a une partie des milliards en question qui a été distribuée, comme la prime Macron, par des entreprises qui ont jugé que, compte tenu de leur situation économique, elles pouvaient faire un effort exceptionnel. Cet effort exceptionnel, il est lié à la nouvelle agilité des entreprises grâce aux réformes qui ont été faites avant. L'investissement étranger en France n'a jamais été ce qu'il est aujourd'hui. On crée des industries dans ce pays plus que ce qu'on en perd, ce qui n'est jamais arrivé depuis plus de 10 ans. Donc la situation économique est en train de permettre qu'on fasse face à nos promesses. Et ça, c'est le sujet. Il ne s'agit pas d'augmenter les impôts, il s'agit d'augmenter la richesse et la compétitivité de ce pays. Il s'agit quand même, on l'a compris, les Français attendent cette mesure de justice fiscale qui frapperait les riches. C'est très clair. Mais, il y a encore une fois, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'après, il faut trouver des solutions. Comment est-ce qu'il fait le président pour, sans se renier, encore une fois, taxer les hauts revenus, les gros patrimoines, envoyer ce message de justice fiscale? Il ne touchera pas pour l'instant l'ISF, on a compris d'abord, il y aura une évaluation qui sera faite par le Parlement. Oui. Comment il s'en sort pour afficher quelque chose politiquement? Il faut afficher quelque chose, ou alors il n'y aura rien. Je crois que nous avons affiché un certain nombre de choses et que l'idée de taper sur quelqu'un pour réconforter les autres est une mauvaise idée. Ça aussi, ça appartient à l'ancien monde. Nous n'avons à pénaliser... Il n'y aura aucune mesure. Il n'y aura aucune mesure. Il y aura certainement des mesures qui, en aucun cas, ne consisteront à taper sur une partie de la population pour faire plaisir à l'autre partie de la population. Ça, c'est typiquement de l'ancien monde, voire du populisme. Bon. Donc pas de mesures, justement, de justice fiscale. Forcément des mesures. La justice fiscale, c'est pas de taper sur les uns pour faire plaisir aux autres. J'arrive pas à voir. Exemple. On a des mesures de justice fiscale lorsqu'on a augmenté l'allocation pour adultes handicapés, lorsqu'on a augmenté le minimum vieillesse, lorsqu'on envisage de faire en sorte que les petites retraites soient à nouveau indexées. Ça, ce sont sans doute des mesures. Si je comprends bien, Jean-Marc Borrello, aucun effort ne sera demandé aux plus aisés. Je viens de vous rappeler un certain nombre d'efforts. Ce qu'on demande aux plus aisés, c'est que la richesse créée soit mieux partagée. Mais ça, c'est possible avec la loi Pacte qui vient d'être votée, qui permettra plus de participation des salariés aux fruits de l'entreprise, plus d'intéressement en cas de bénéfice. Le sujet n'est pas de considérer que l'État est une espèce de corne d'abondance. Ce que nous avons distribué jusqu'à présent, on l'a distribué sur le compte de nos enfants et de nos petits-enfants. Pas financé pour Il est temps de faire en sorte que l'on finance ce que nous sommes capables de créer avec les richesses que nous sommes capables de créer. Ce pays en est capable, ce pays va mieux. Ce pays devient plus compétitif et je suis persuadé qu'en créant plus de richesses, on fera plus de justice sociale. Ok, très bien. Donc, en dehors, encore une fois, des plus aisés, des mesures fortes qui pourraient avoir du sens, encore une fois, qui dans le prolongement du grand débat pour dire oui, je vous ai entendu, je vous ai écouté, voilà les mesures qu'on va faire. Mais les mesures fortes qui vont sortir du grand débat ne sont pas encore annoncées. Je pense que le gouvernement les annoncera lorsqu'il aura examiné l'ensemble des propositions. Ça pourrait ressembler à quoi? Ça va ressembler sans doute à un peu plus de décentralisation, un peu plus de participation citoyenne, un peu plus de participation au bénéfice des entreprises. Si vous avez une entreprise qui fait des résultats et qui paye l'intéressement à ses salariés, vous gagnez du pouvoir d'achat. Et puis par ailleurs, un certain nombre d'entreprises se sont engagées sur des services beaucoup moins chers. Un certain nombre de services, c'est le cas des banques depuis hier, on connaît les chiffres, pour lesquels les frais ont baissé pour les usagers des banques. Donc on peut diminuer les prix d'un certain nombre de services, on peut faire en sorte que les plus bas salaires ne souffrent pas
d'une inflation qui reviendrait. Donc il y aura des mesures de justice sociale, certainement pas en punissant ceux qui réussissent et qui n'ont aucune raison d'être punis. Ouais. Et si les Français, on finit là-dessus, si les Français, au final, au gré des sondages, c'est important, les sondages montraient que les réponses du président n'étaient pas à la hauteur du grand Au débat. gré des sondages, puisque vous en parlez, les Français ont l'air de considérer qu'aujourd'hui, le président de la République est au même niveau de popularité que ce qu'il était au moment où il a été élu. Donc nous avons, les Français ont compris, nous avons retrouvé... C'est quoi ces chiffres-là? C'est les chiffres qui juste sont donnés par vos confrères. Juste avant la crise des Gilets jaunes. Juste avant la crise des Gilets jaunes. Donc la crise des Gilets jaunes, son élection. Au moment où il a été élu, c'était à peu près le même type au premier tour, évidemment. Ah, par rapport Ah oui, évidemment au premier tour. Oui, ça, je suis prenez le premier tour de l'élection présidentielle, oui. Je comprends. Donc au premier tour de la présidentielle, il a eu exactement ces chiffres-là. Donc les Français ont parfaitement compris. Mais souvent, c'est pas les mêmes. Qu'il s'agissait. C'est pas les mêmes en plus. Pas forcément les mêmes, mais rassurez-vous, ça bougera encore un certain nombre de fois avant la prochaine élection présidentielle. Le principal, c'est que les Français comprennent que nous faisons ce qu'il est raisonnable de faire et pas ce qui convient pour faire plaisir à court terme. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre, L'entreprise doit changer le monde. Oui, l'entreprise doit changer le monde. Elle a une responsabilité sociétale, elle a une responsabilité environnementale. Je crois à l'entreprise d'intérêt général, ce qu'est le groupe SOS, c'est-à-dire une entreprise qui mesure son impact économique, son impact environnemental, son impact social, parce que tout ne viendra pas de l'État et l'entreprise peut permettre de changer la vie de nos concitoyens. 1 milliard d'euros, sur le cul, pardon, de dire ça comme ça, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires? Oui, ou 1 milliard d'euros de budget, comme vous voulez, ce qui est une logique pour 18 000 salariés, une entreprise sans actionnaires, sans dividendes, avec un écart de salaire qui a été limité par décision de ses conseils d'administration de 1 à 15. Voilà. Donc vous gagnez 15 fois plus que... Non, pas 15, mais peut-être j'y arriverai à la retraite. Je dois être à 13. La retraite à quel âge? Tout à fait précis. 62 pour vous? Je crois que je devrais pouvoir partir puisque je fais partie des carrières longues, mais j'ai très envie de continuer à travailler, donc je ne prendrai pas ma retraite à 62 ans et je continuerai à travailler si je peux être utile. Vous auriez dû prendre le poste de Jean-Paul Delevoye. Non, Jean-Paul est très largement supérieur à ce que j'aurais pu faire. Allez, merci d'avoir été avec nous. Donc, Jean-Marc Borrello, le président du groupe SOS, membre du bureau exécutif d'En Marche, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.